Cela s'est passé il y a très, très longtemps et très loin de notre planète, tout au bout de l'univers. Une puissante explosion de rayons gamma n'a duré qu'une demi-seconde, mais elle a libéré une énorme quantité d'énergie, davantage que ce que notre Soleil produirait en 10 milliards d'années. Ce bref éclair a illuminé tout le ciel. Par la suite, une lueur beaucoup plus douce et plus durable l'a remplacée. En observant cette lumière déclinante depuis la Terre, les astronomes ont remarqué un étrange signal infrarouge. Il était invisible pour l'œil humain, mais pouvait être perçu comme de la chaleur. Après avoir examiné le phénomène à l'aide de rayons X, d'ondes radio, optiques et infrarouges, l'équipe d'astrophysiciens a tiré une conclusion choquante. Il semblait qu'on ait enfin assisté à la naissance d'un magnétar, pour la toute première fois. Ce magnétar s'est probablement formé après que deux étoiles à neutrons ont fusionné. Cela a donné naissance à une kilonova, l'une des plus brillantes et des plus grandes explosions stellaires qui soient. Sa lumière a fini par atteindre notre planète le 22 mai 2020. Mais nous allons trop vite. Si on commençait par découvrir ce que sont toutes ces novas, ces magnétars et ces étoiles à neutrons. Imagine une étoile massive, au moins 5 fois la masse de notre Soleil, arrivant à la fin de sa vie. Peut-être parce qu'elle n'a plus de combustible nucléaire. Si cela se produit, l'étoile commence à se refroidir. La pression interne diminue et la gravité commence à se comprimer vers l'intérieur. Et alors, plus d'1 million de fois la masse de notre planète s'effondre en 15 secondes. Cela se passe si vite qu'une énorme onde de choc fait exploser la partie extérieure de l'étoile. Elle produit un éclat de lumière aveuglant. Ce puissant souffle est appelé une supernova. Ce qui reste est un noyau incroyablement dense avec un énorme nuage de gaz chaud appelé nébuleuse qui s'étend autour de lui. Si l'étoile a été suffisamment massive, plus de 10 fois la taille du Soleil, elle risque de se transformer en trou noir. Au fait, lorsqu'une étoile de taille similaire à notre Soleil épuise son carburant, elle se transforme en naine blanche. Elle expulse la majeure partie de sa matière extérieure et seul le noyau chaud de l'étoile reste intact. Un tel noyau est généralement chauffé jusqu'à 100 000 degrés Celsius. Une naine blanche est juste un peu plus grande que notre planète, mais sa masse fait la moitié de notre Soleil. En d'autres termes, ces étoiles font partie des objets les plus denses de l'univers. Une naine blanche peut être 200 000 fois plus dense que la Terre. Il faut généralement plus d'1 milliard d'années à une naine blanche pour se refroidir. Dans certaines conditions, une telle étoile peut entrer en éruption, et cet événement s'appelle une nova. Elle est beaucoup moins brillante qu'une supernova ou même qu'une kilonova, qui se produit lorsque deux étoiles à neutrons ou une étoile à neutrons et un trou noir fusionnent l'un avec l'autre. Bref, retournons à notre supernova. Si une étoile est suffisamment grande, mais pas assez massive pour se transformer en trou noir, elle se transforme en étoile à neutrons. C'est à peu près comme un noyau géant, la partie centrale d'un atome. Ces étoiles sont principalement composées de neutrons et ont rarement une taille supérieure à 32 km de diamètre. À titre de comparaison, notre Soleil fait presque 1,4 million de kilomètres de large, soit 109 terres mises bout à bout. Mais ne te laisse pas impressionner par cette taille relativement petite. Toute étoile à neutrons est au moins 1,5 fois plus lourde que notre Soleil et possède un champ magnétique intense. Si tu prélevais une petite cuillère à café de l'intérieur de cette étoile, cette matière pèserait plus d'1 milliard de tonnes. C'est si dense que cela fait des étoiles à neutrons les objets parmi les plus extrêmes que l'on connaisse. Au-delà, c'est le trou noir lui-même. Lorsque deux étoiles à neutrons fusionnent, elles en créent le plus souvent une nouvelle, beaucoup plus lourde. En quelques millisecondes, ou même moins, cette étoile s'effondre en un trou noir. Mais les astronomes qui ont examiné le flash de lumière enregistré en mars pensent qu'il pourrait y avoir eu une autre issue. Ils sont presque sûrs d'avoir vu quelque chose de jamais observé auparavant. La naissance d'un magnétar. C'est une forme exotique d'étoile à neutrons avec un champ magnétique ultra puissant. Il est 1000 milliards de fois plus fort que celui de notre planète. Ce champ est si puissant qu'il chauffe la surface de l'étoile jusqu'à 10 millions de degrés Celsius. Les étoiles à neutrons sont bizarres et effrayantes. Elles abritent une danse sans fin de particules dans des conditions extrêmes. Il en résulte des structures inattendues et étranges. Par exemple, au plus près de la surface, des centaines de neutrons forment des blobs. Ceux-ci ne sont pas sans rappeler une sorte de gnocchi spatial bizarre. Ils s'associent en longue chaîne une fois que l'on va vers l'intérieur, même si l'on n'est pas capable d'explorer une étoile à neutrons de près. Ces longues chaînes ressemblent à une couche de spaghettis. En dessous se trouve une zone où les pressions sont encore plus extrêmes.
C'est là que nos spaghettis se transforment en feuilles de lasagne. Oui, on continue de filer la métaphore des pâtes. Enfin, sous toutes ces couches, même la lasagne perd son aspect et devient une masse informe. Mais même dans cette masse, il y a des vides en forme de tube. Tiens, on dirait des cannelloni. Encore une chose sur les étoiles à neutrons. Elles tournent sans arrêt et cette rotation est rapide, plusieurs centaines de rotations par seconde. L'étoile à neutrons qui tourne le plus vite fait plus de 700 tours par seconde, soit 42 000 tours par minute. Les étoiles à neutrons ont également des champs magnétiques incroyablement puissants. C'est pourquoi, s'il y avait de la vie sur une étoile à neutrons, elle serait bidimensionnelle. La gravité de l'étoile est si puissante qu'elle aplatirait littéralement tout ce qui se trouve à sa surface. Et si une telle étoile avait une atmosphère, elle ne s'étendrait pas à plus d'1 mètre au-dessus de la surface. Mais si les étoiles à neutrons sont bizarres et effrayantes, les magnétars le sont tout autant, peut-être même davantage. Grâce à leur incroyable attraction magnétique, ces étoiles gagneraient haut la main le concours du champ magnétique le plus fort. Pour faire simple, les magnétars sont les aimants les plus puissants de l'univers. Leur champ magnétique peut sérieusement perturber le voisinage. Les atomes assez malchanceux pour s'approcher d'une telle étoile s'étirent en lignes fines comme des crayons. Si tu te trouvais d'une manière ou d'une autre à plusieurs centaines de kilomètres d'un magnétar, cela se terminerait mal pour toi. Le champ magnétique perturberait d'abord ta bioélectricité. Cela signifie que ton influx nerveux ne fonctionnerait plus. Mais ce n'est pas tout. Même tes molécules seraient transformées sous l'influence du champ de l'étoile. À la fin, tu serais désintégré d'une façon ou d'une autre. Si un magnétar passait à moins de 160 000 km de notre planète, il effacerait les données de toutes les cartes de crédit du monde. Les astronomes ont déjà vu des magnétars, mais ils n'en ont jamais vu naître un. Après que la lumière ait été détectée, les scientifiques ont compris que quelque chose ne collait pas. Ils ont comparé différentes sortes d'observations. Il s'est avéré que la lumière repérée par le télescope spatial Hubble était 10 fois plus brillante que prévu. Cette information a conduit les scientifiques à réfléchir différemment. Ils se sont rendus compte qu'un phénomène entièrement nouveau était en train de se produire. L'équipe avait émis plusieurs hypothèses qui pouvaient expliquer l'étrange luminosité, mais la plus probable était aussi la plus excentrique. Avant, les scientifiques pensaient que les magnétars n'apparaissaient qu'après l'explosion d'étoiles massives et qu'elles laissaient derrière elles des étoiles à neutrons supermagnétisées. Mais maintenant, ils supposent qu'un petit nombre de magnétars peuvent en fait apparaître de manière plus paisible, après la fusion de 2 étoiles à neutrons. Les scientifiques ne connaissent pas plus de 10 magnétars dans notre galaxie, la Voie lactée, et ils ne savent pas avec certitude ce qui rend ces étoiles si terriblement magnétiques. Quoi qu'il en soit, les magnétars ne semblent pas durer longtemps. Après environ 10 000 ans, ils reviennent à un état d'étoile à neutrons plus familier. Ils sont toujours extrêmement magnétiques, super denses, mais pas si extrêmes. Le magnétar connu le plus proche se trouve à 9000 années-lumière de la Terre, dans la constellation de Carina. Les astronomes pensent que l'étoile originale avait une masse de 30 à 40 fois celle du Soleil, ce qui est vraiment énorme. Un autre magnétar se trouve à 18 000 années-lumière de notre planète. Il a soudainement commencé à exploser en 2002. Environ 80 explosions ont été enregistrées dans une fenêtre de 4 heures. Après cela, le magnétar n'a plus jamais été actif. D'ailleurs, les chercheurs étaient aussi très excités à l'idée de voir une kilonova. Et cela s'est produit lorsque les 2 étoiles à neutrons ont vraisemblablement fusionné. Une kilonova est plus de 1000 fois plus lumineuse qu'une nova typique. Auparavant, les astronomes n'avaient observé et confirmé qu'un seul événement de ce type. Mais la kilonova enregistrée en Mars avait l'air différente, et cela pourrait permettre aux scientifiques d'explorer une diversité dont ils ne savaient rien encore. Cela fait plus de 400 ans qu'il n'y a pas eu de supernova dans la Voie lactée. Nous avons donc beaucoup de retard. Voici donc les étoiles les plus susceptibles de faire boum si ce n'est déjà fait. En tête de liste, l'étoile Eta Carinae de l'hémisphère sud. Les lettres grecques précédant le nom d'une constellation indiquent le niveau de brillance d'une étoile dans cette dernière. En 1677, Sir Edmund Halley a enregistré Eta Carinae comme la 7e étoile la plus brillante de la constellation du Carène. Eta étant la 7e lettre de l'alphabet grec. Elle n'était peut-être pas si brillante pour Sir Edmund et ses contemporains au XVIIe siècle, mais les études modernes estiment qu'elle est 5 millions de fois plus lumineuse que notre Soleil. La luminosité est un terme technique utilisé par les astronomes.
Il ne signifie pas seulement brillance, mais fait référence à l'énergie totale libérée à toutes les fréquences. Et Eta Carinae libère 5 millions de fois plus d'énergie que le Soleil. Véritable gros morceau de notre Voie lactée, Eta Carinae est 100 fois plus massive et 240 fois plus grande que notre Soleil nain jaune et blanc. De toute évidence, Eta Carinae est assez éloigné, environ 7500 années-lumière. Pourtant, même à une telle distance, si cette étoile devient hypernova, elle peut quand même avoir un impact sur la couche d'ozone de la Terre, perturber les communications par satellite et blesser les astronautes. 159 ans après l'observation de Halley, Eta Carinae a connu une explosion de type nova. Elle est passée de l'état d'étoile de faible luminosité à celui de la deuxième étoile la plus brillante visible depuis la Terre. Mais seulement pendant 27 ans. De 1836 à 1863, Eta Carinae était la deuxième étoile la plus brillante visible de chez nous après Sirius, l'étoile du chien, qui n'est qu'à 8 années-lumière. Depuis 1863, à part quelques poussées, Eta Carinae est revenue à sa luminosité d'origine, soit une magnitude de 4,5. Les astronomes pourraient nous présenter des excuses pour la nomenclature de la magnitude des étoiles. Plus une étoile, une planète ou une lune est brillante, plus sa magnitude est faible. Ainsi, les étoiles qui sont plus brillantes que la magnitude 1 sont soit de magnitude 0, soit de magnitude négative. La pleine lune, par exemple, a une magnitude de -13. Une étoile de magnitude 4,5, comme Eta Carinae, est assez peu visible depuis la Terre, mais tu la verrais clairement dans un ciel nocturne sans pollution lumineuse si tu vivais au sud de la latitude du Caire. 30 degrés de latitude nord est le point le plus au nord d'où l'on peut observer cette étoile. Mais Eta Carinae est actuellement en train de faire quelque chose. Elle brille de nouveau, et elle est même plus brillante qu'elle ne l'a jamais été depuis 1864. C'est une situation complexe. Eta Carinae est en réalité constituée de deux étoiles, Eta Carinae A et Eta Carinae B. Il y a une troisième étoile à proximité qui interagit également avec la dynamique de cette étoile double. Logiquement, elle s'appelle Eta Carinae C. Formée de deux globes de gaz hypermassifs qui se dilatent à 20 millions de km/h, Eta Carinae est sans aucun doute l'une des étoiles les plus étranges que tu puisses voir. Rappelle-toi qu'elle se situe à 7500 années-lumière de nous. Si quelque chose lui arrivait au cours des 7500 dernières années, comme une hypernova, nous ne le saurions même pas, car aucun des rayonnements électromagnétiques d'Eta Carinae ne serait encore parvenu jusqu'à nous. Les astronomes surveillent de près Eta Carinae, car elle pourrait devenir une hypernova à tout moment, ou peut-être l'a-t-elle déjà fait il y a 5000 ans. Dans ce cas, nous n'aurions plus qu'à attendre 2500 ans pour le découvrir. Parmi une liste de plus de 30 étoiles susceptibles de devenir des supernovas, Rho Cassiopeiae est le choix de nombreux astronomes. Rho étant la 17e lettre de l'alphabet grec, cela signifie que Rho Cassiopeiae est l'étoile ayant la 17e magnitude la plus brillante de la constellation de Cassiopée. Pourtant, c'est l'une des 7 seules étoiles hypergéantes jaunes connues dans la Voie lactée. Encore un gros morceau. Pour être visible à une magnitude de 4,5 à environ 10 000 années-lumière, ce doit être une très grosse étoile, une hypergéante. Placée là où se trouve le Soleil, elle engloberait l'orbite de Mars. Mais elle est encore jaune. Si elle était rouge, cela indiquerait une température de surface plus froide. Donc, aussi énorme soit-elle, Rho Cassiopeiae est toujours aussi chaude que notre Soleil, voire un peu plus. Cela ne peut signifier que deux choses. 1. Au plus profond de son noyau, Rho Cass fusionne des atomes bien plus lourds que l'hydrogène ou l'hélium. Et 2. Elle produit beaucoup plus d'énergie qu'une étoile géante rouge. En 2000, Rho Cassiopeiae a fait une éruption massive. Elle s'est illuminée en éjectant 10 000 fois la masse de la Terre dans l'espace à 4 fois la vitesse du son. Les astronomes ont détecté la signature d'oxyde de titane dans cette éruption. Cela signifie que Rho Cassiopeiae est beaucoup plus proche qu'on ne pensait d'une supernova, voire d'une hypernova. Le fer se situe juste quelques échelons au-dessus du titane dans le tableau périodique des éléments. Quand le fer se forme, la fusion s'arrête et une étoile s'effondre. Rho Cassiopeiae en est donc proche, ou plutôt en était proche, car l'éruption observée en l'an 2000 s'est réellement produite 10 000 ans auparavant. De nombreux astronomes pensent que Rho Cassiopeiae est déjà devenue une hypernova, a formé un trou noir et n'existe même plus.
De son côté, Bételgeuse a attiré l'attention sur elle il n'y a pas si longtemps. Elle s'est considérablement affaiblie et n'est plus qu'à 37% de sa luminosité habituelle. Se prépare-t-elle à devenir une supernova ? Bételgeuse est de loin l'étoile la plus brillante de tout le ciel, en lumière infrarouge. Ce détail est important car il est lié au statut de Bételgeuse en tant que candidate à la supernova. Mais nous le verrons bientôt. Bételgeuse est également nommée Alpha Orionis, encore une désignation en lettres grecques. Nous devrions donc en conclure que Bételgeuse est l'étoile la plus brillante d'Orion, non ? Faux, c'est la deuxième étoile la plus brillante de sa constellation. C'est Rigel, ou Beta Orionis, l'étoile la plus brillante d'Orion. Ceci est dû au fait que Bételgeuse est classée comme une étoile variable semi-régulière. Son cycle de pulsation d'environ 400 jours modifie sa luminosité d'environ une magnitude complète, la faisant passer de bien plus brillante qu'une étoile de magnitude 1 à proche d'une étoile de magnitude 2. Mais on n'a jamais observé une diminution de luminosité de Bételgeuse aussi rapide et radicale que récemment. De fin 2019 à mi-2020, Bételgeuse a traversé une période d'atténuation substantielle lors d'une éjection de masse. Les astronomes du monde entier ont sauté sur l'occasion et au cours de leurs investigations, ils ont trouvé de nouvelles données surprenantes sur Bételgeuse. Premièrement, Bételgeuse n'est pas aussi éloignée que nous le pensions. Elle se trouve en fait à 548 années-lumière, soit 25% plus proche que la distance mesurée avant. Deuxièmement, le diamètre de Bételgeuse a été réduit du même pourcentage. On sait donc qu'elle est 25% plus petite que ce que l'on croyait auparavant. La cause de cette atténuation spectaculaire a également été déterminée. Bételgeuse a éjecté un nuage de gaz contenant du magnésium qui a bloqué une grande partie de la lumière provenant de l'étoile, la faisant apparaître beaucoup moins brillante qu'elle ne l'était réellement. Le magnésium n'est même pas à mi-chemin du fer sur le tableau périodique, ce qui signifie que Bételgeuse n'est pas aussi proche de la supernova qu'on le croyait auparavant. Lorsque du fer commence à se former dans une étoile, cela signifie qu'elle est sur le point de mettre un terme à ses réactions de fusion. L'étape suivante est l'implosion, et nous n'en sommes pas encore là avec Bételgeuse. Cette étoile émet la majeure partie de son énergie sous forme de lumière infrarouge, ce qui indique que son noyau brûle encore probablement de l'hélium, et non quelque chose qui augmenterait considérablement sa chaleur, comme le carbone par exemple. Bételgeuse deviendra donc une supernova, mais pas avant 100 000 ans. On peut donc le rayer de notre liste des supernovas pour le moment. Quant à la manière de prononcer correctement Bételgeuse, tu peux le faire comme bon te semble. Tu peux même dire Bételgeuse si tu en as envie. La supernova 1987A a pris les astronomes par surprise lorsqu'elle a illuminé le grand nuage de Magellan, situé à plus de 100 000 années-lumière de la Voie lactée. C'est alors que l'attention s'est portée sur une étoile similaire, beaucoup plus proche de la Terre, Rigel de la constellation d'Orion. Pourrait-elle nous surprendre en devenant soudainement une supernova ? Il existe un phénomène appelé le problème des supernovas. Il semble que les étoiles faisant plus de 17 fois la masse du Soleil ne se transforment pas toujours en supernova. Récemment, une géante rouge a tout simplement disparu sans passer par la case supernova. Ce phénomène s'était souvent produit dans des simulations informatiques de supernova, mais il a fini par se produire dans la vie réelle. Rigel fait 21 fois la masse du Soleil. Donc deviendra-t-elle une supernova ou disparaîtra-t-elle simplement dans le trou noir qu'elle créera en son cœur ? Les astronomes et les physiciens poursuivent leurs recherches pour en apprendre davantage sur la dynamique des étoiles massives en scrutant le ciel à la recherche de la prochaine supernova qui se produira dans la Voie lactée. En attendant, nous pouvons être sûrs que la Terre n'est pas menacée par les effets des explosions de supernovas proches. Nous vivons dans un quartier stellaire plutôt calme, sauf pour les Martiens qui vivent à côté de nous. En 2017, des astronomes ont repéré une étoile brillante qui se précipitait hors de la Voie lactée. Elle se déplaçait incroyablement vite, à une vitesse de 3 millions de km/h. C'est presque 4 fois plus rapide que l'orbite du Soleil autour du centre de notre galaxie, la Voie lactée. Il faut à notre étoile plus de 225 millions d'années pour effectuer un tour complet. Bref, revenons à notre étoile voyageuse. Le principal problème était qu'elle se déplaçait dans la direction inverse de la plupart des étoiles voyageant autour du centre de notre galaxie. Encore plus étrange, elle était composée de matériaux totalement différents de ceux que l'on rencontre d'habitude. Les astronomes ont réussi à identifier sa composition.
l'étoile était faite d'atomes lourds et métalliques, tandis que la plupart des autres étoiles sont composées d'éléments beaucoup plus légers. L'étoile vagabonde a reçu le nom de LP 40-365. Elle se déplaçait si vite qu'elle est littéralement sortie de notre galaxie. Cela a conduit les scientifiques à penser que notre voyageuse spatiale avait été projetée hors de sa position par une sorte de catastrophe cosmique comme une supernova. Une supernova est la plus grande explosion qui puisse se produire dans l'espace, l'explosion d'une étoile. Elle se produit après le début de changements irréversibles dans le noyau de l'étoile. Les supernovas peuvent se produire de deux façons, dans les systèmes d'étoiles binaires ou bien lorsqu'il y a une seule étoile. Les étoiles binaires sont deux étoiles qui orbitent autour du même centre. À un moment donné, l'une des étoiles, une naine blanche très dense, commence à dérober de la matière à sa partenaire. Après un certain temps, cette voleuse accumule trop de matière, ce qui la fait exploser en supernova. Il peut aussi s'agir d'une étoile unique qui arrive à la fin de sa vie et épuise son carburant. De plus en plus de masse s'écoule dans le noyau de l'étoile. À la fin, le noyau devient si lourd qu'il ne résiste plus à sa propre gravité. Après l'effondrement du noyau, une énorme quantité d'énergie est libérée dans une supernova. Mais les astronomes n'arrivent toujours pas à comprendre comment une supernova a pu propulser LP 40-635. Il y a plus de questions que de réponses. S'agissait-il d'une étoile binaire qui a été projetée par l'onde de choc créée par une supernova? Ou était-ce un morceau de l'étoile qui a explosé? Une nouvelle étude, basée sur les données recueillies, a montré que l'étoile, qui est une naine blanche, continue de tourner lentement autour de son axe. Les astronomes sont presque sûrs que cela signifie que LP 40-365 n'est en fait qu'un morceau de débris spatial, et non une étoile à part entière. Ce morceau errant a en quelque sorte réussi à survivre à l'un des événements spatiaux les plus violents qui soient. Mais après avoir tiré une telle conclusion, les scientifiques ont réalisé quelque chose d'étonnant. Les caractéristiques inhabituelles de LP 40-365 auraient pu apparaître après que l'étoile ait été témoin d'une supernova. Même si cet événement s'est produit à la vitesse de l'éclair, la composition entière de l'étoile a été modifiée. La plupart des étoiles se composent principalement d'hélium et d'hydrogène, mais LP 40-365 est différente. Elle contient des éléments lourds comme le magnésium, l'oxygène et le néon. C'est sans doute la supernova qui a ajouté ces atomes à la composition de l'étoile. Au fait, les astronomes considèrent tous les éléments plus lourds que l'hélium comme des métaux. Cela signifie qu'après avoir été témoin de la supernova, LP 40-365 est devenu, pour ainsi dire, métallique. Pour l'instant, l'étoile n'a pas ses propres planètes, mais le Satellite Transiting Exoplanet Survey de la NASA, qui est à l'affût des planètes lointaines qui passent devant leur étoile haute et la rendent moins brillante, a remarqué une chose curieuse. LP 40-365 s'illumine puis s'assombrit à nouveau tous les 8,9 heures. Cela pourrait signifier que l'étoile pulse, même si les pulsations stellaires sont généralement beaucoup moins régulières. Une explication plus plausible est que la surface de l'étoile est irrégulière, et comme elle tourne, les taches solaires apparaissent et disparaissent de notre vue. Et c'est une excellente nouvelle, car une fois que les astronomes auront déterminé la vitesse de rotation de l'étoile, ils pourront comprendre ce qui lui est arrivé il y a environ 5 millions d'années, au moment de la supernova. L'exoplanète bleu vif HD 189733b semble paisible et étrangement familière. Ne ressemble-t-elle pas à la Terre? Mais cette apparence cache une nature terrifiante. Là-bas, les vents soufflent à 8700 km/h, soit 7 fois la vitesse du son. Mais ce n'est pas le pire. Dans ce monde brûlant, il pleut du verre de façon latérale. Les étoiles à neutrons sont les noyaux effondrés ultra denses d'étoiles géantes. Elles émettent des rayons X ou des ondes radio. Mais en 2018, des astronomes ont découvert un étrange flux de lumière infrarouge. Il semblait provenir d'une étoile à neutrons située à 800 années-lumière de notre planète. La théorie la plus plausible est que ce signal a été produit par un disque de poussière entourant l'étoile, mais il n'y a pas assez de preuves pour confirmer cette hypothèse. Mercure est la planète la plus rapide du système solaire. Elle tourne autour du Soleil à une vitesse vertigineuse de plus de 160 000 km/h, soit environ 60 000 km/h de plus que notre planète. C'est l'une des raisons pour lesquelles une année de Mercure équivaut à 88 jours sur Terre. Mercure est la planète dont l'orbite est la plus proche du Soleil. C'est pourquoi, si tu te tenais à sa surface lorsqu'elle se trouve au plus proche de notre étoile, le Soleil semblerait plus de 3 fois plus grand que sur Terre. Le pulsar de la Veuve Noire est une étoile à neutrons en rotation qui dévore sa partenaire, une étoile naine brune légère. Plus le pulsar consomme de matière,
plus il tourne lentement. L'énergie que l'étoile à neutrons perd dans le processus force l'étoile partenaire à s'étioler. Il y a une sorte de pouponnière stellaire dans la constellation du Centaure, mais elle est tout sauf paisible et sûre. Elle est composée d'hydrogène et d'étoiles naissantes et se trouve dans une nébuleuse à environ 6500 années-lumière de la Terre. Une nébuleuse est un nuage géant de gaz et de poussière flottant dans l'espace. L'énergie intense que les bébés étoiles émettent fait briller les nuages d'hydrogène d'un rouge inquiétant. Cette énergie est si puissante qu'elle ronge ces nuages sombres de poussière. Les astronomes peuvent les voir disparaître comme des morceaux de beurre sur une poêle chaude. L'exoplanète lointaine Gliese 436b, qui fait à peu près la taille de Neptune, est un paradoxe. Elle est faite de glace brûlante. Oui, la glace est en train de brûler. La planète effectue une orbite complète autour de la naine rouge Gliese 436 en seulement 2 jours. Cela signifie que l'exoplanète voyage très près de son étoile mère. Cela pourrait être la raison pour laquelle les températures de la planète descendent rarement en dessous de 427 degrés Celsius. Mais la chose la plus étrange, la planète abrite d'énormes volumes de glace d'eau connus sous le nom de glace X. Et cette glace reste solide malgré des températures aussi incroyablement élevées. Jupiter est la plus grande planète de notre système solaire. Elle est 318 fois plus massive que la Terre. Elle est aussi 2,5 fois plus massive que toutes les autres planètes du système solaire réunies. Mais voici un paradoxe. Si cette géante gazeuse devenait encore plus massive, elle deviendrait en fait plus petite. La masse supplémentaire rendrait la planète plus dense, et cela ferait en sorte qu'elle commencerait à se replier sur elle-même. Les astronomes affirment que Jupiter pourrait finir par être 4 fois plus massive qu'elle ne l'est actuellement. Mais en même temps, sa taille ne changerait pas. La galaxie DGSAT I est aussi grande que la Voie lactée, mais elle est presque invisible car ses étoiles sont réparties de façon incroyablement clairsemée. Mais ce qui rend cette galaxie si unique, c'est qu'elle est toute seule, contrairement aux autres galaxies de ce type qui se trouvent généralement regroupées en amas. Cela peut signifier que DGSAT I s'est formé à une époque différente, probablement 1 milliard d'années à peine après le Big Bang. Si cela est vérifié, la galaxie est un véritable fossile vivant. Hyperion, la lune de Neptune, est l'une des lunes à l'apparence la plus étrange du système solaire, mais ce n'est même pas sa caractéristique la plus notable. Sa roche, ressemblant à de la pierre ponce, est marquée d'innombrables cratères. Et elle est aussi chargée d'électricité statique qui s'écoule dans l'espace. À environ 4000 années-lumière de la Terre, se trouve une planète qui semble être un énorme diamant. La planète est plus dense que toutes les autres découvertes jusqu'à présent et se compose principalement de carbone. Elle est si dense que les astronomes pensent que ce carbone pourrait être cristallin. Cela signifie qu'au moins une partie de la planète est un diamant. Cérès est le corps spatial le plus massif de la ceinture d'astéroïdes située entre Jupiter et Mars. Il totalise presque un tiers de la masse totale de toute la ceinture. Mais en même temps, Cérès est la plus petite des planètes naines qui existent. C'est aussi la seule planète naine de la ceinture d'astéroïdes et également la seule qui se trouve dans le système solaire interne. Les astronomes qualifient parfois Jupiter d'étoile ratée. La géante gazeuse contient en effet beaucoup d'hélium et d'hydrogène, mais sa masse n'est pas suffisante pour lancer une réaction de fusion dans son noyau. Or, c'est exactement comme cela que les étoiles produisent de l'énergie. Elles fusionnent les atomes d'hydrogène sous une pression et une chaleur extrêmes et créent de l'hélium. Au cours de ce processus, elles libèrent aussi de la lumière et de la chaleur. Jupiter ne pourrait déclencher une réaction nucléaire et devenir une étoile que si sa masse était 70 fois supérieure à sa masse actuelle. L'espace est totalement et tristement silencieux. C'est parce que dans le vide de l'espace, il n'y a pas d'atmosphère. Or, les ondes sonores ont besoin d'un support pour voyager. C'est pourquoi les mondes avec une atmosphère, comme la Terre, sont pleins de bruit. Contrairement à leurs cousins supermassifs, les hypothétiques mini-trous noirs pourraient être vraiment minuscules, pas plus gros que des atomes. Mais même comme ça, un seul d'entre eux pourrait avoir la masse d'1 millier de voitures. Une théorie prétend que des tonnes de micro-trous noirs pourraient avoir été créés juste après le Big Bang. Certains scientifiques vont même jusqu'à dire que quelques mini-trous noirs traversent notre planète chaque jour. Chaque heure, le Soleil envoie plus d'énergie à la Terre que notre planète n'en utilise en un an. Mais même si les gens utilisent aujourd'hui beaucoup plus d'énergie solaire qu'il y a 10 ans, cela ne représente toujours que 0,7% de la consommation annuelle d'électricité dans le monde. Il pourrait y avoir des lunes en orbite autour d'autres lunes, mais les astronomes ne se sont pas encore mis d'accord sur cette théorie. Les planètes orbitent autour des étoiles, les lunes orbitent autour des planètes. Mais pourquoi ne peut-il y avoir des lunes de lunes, aussi appelées sous-satellites ou sous-lunes ?
Des chercheurs affirment que les lunes de Lune pourraient exister, mais la Lune haute doit être suffisamment massive et la Lune de Lune suffisamment petite. Il doit aussi y avoir une grande distance entre ces lunes et la planète haute. Jupiter est la planète la plus massive du système solaire. Cela signifie que sa gravité est aussi la plus élevée. Elle est 2,5 fois plus importante que celle que nous avons sur notre planète. Un jour, la gravité de la géante gazeuse a même détruit une grande comète appelée Shoemaker-Levy 9. Puis, la planète a goulûment avalé les débris de l'ancienne comète. Si tu te tenais sur l'équateur de Mars, la température à tes pieds serait comme celle d'une chaude journée de printemps, mais ta tête serait littéralement gelée. Perdues dans l'espace et dérivant à travers les galaxies, les planètes vagabondes ont un jour été projetées loin de leurs étoiles mères. Mais l'une d'entre elles, qui flotte à 200 années-lumière de la Terre, est différente des autres. C'est un objet de la taille d'une planète, avec un champ magnétique 200 fois plus puissant que celui de Jupiter. Ce champ est si puissant qu'il génère des aurores clignotantes incessantes dans l'espace de celle-ci. Europe est l'une des plus grandes lunes de Jupiter, même si elle est plus petite que la Lune de la Terre. Mais ce qui est étonnant avec ce satellite de la géante gazeuse, c'est qu'il est recouvert de glace. Et une partie de cette glace est lisse, ce qui signifie que tu pourrais y patiner. Et un triple axel d'1 mètre que tu peux effectuer sur notre planète te propulserait à 7 mètres dans les airs. En même temps, la vitesse d'atterrissage sur Europe serait la même que sur la Terre. Haumea, une planète naine en orbite dans la ceinture de Kuiper, a une forme allongée plutôt bizarre, ainsi que 2 lunes. La journée sur cette planète dure 4 heures, ce qui en fait le corps céleste de grande taille qui tourne le plus vite dans le système solaire. Mais la chose la plus mystérieuse à propos d'Haumea est que la planète est entourée d'un mince anneau de 64 km de large. Les astronomes n'ont pas réussi à comprendre comment ou pourquoi il est apparu autour de la planète naine. 11 terres pourraient tenir sur l'équateur de Jupiter, et si notre planète avait la taille d'un raisin, la géante gazeuse serait aussi grande qu'un ballon de basket. 9 vaisseaux spatiaux ont déjà visité Jupiter. 7 d'entre eux ont simplement survolé la planète et 2 se sont mis en orbite autour de l'énorme planète. Le plus récent d'entre eux, Juno, est arrivé au-dessus de Jupiter en 2016. Les cratères du pôle sud de la Lune sont probablement la zone la plus glaciale de tout le système solaire. Le sol des cratères est toujours dans l'ombre. C'est pourquoi la température n'y dépasse jamais moins 238 degrés Celsius, même pendant la journée. Si tu décidais de prendre un avion pour te rendre sur Pluton, ton voyage durerait environ 800 ans. Tu trouveras la plus haute montagne du système solaire sur un astéroïde appelé Vesta. Son sommet s'élève à 22,5 km de la base de la montagne. Cela rend Rhea Silvia, c'est ainsi que s'appelle la montagne, presque 3 fois plus haute que l'Everest. Les anneaux de Saturne n'ont pas été découverts en une seule fois, cela s'est fait progressivement. C'est pourquoi ils ont été nommés par ordre alphabétique dans l'ordre où les scientifiques les ont trouvés. Ils se nomment donc D, C, B, A, F, G et E. Une journée sur Vénus dure environ 243 jours terrestres, mais la mauvaise nouvelle est que tu devras attendre le week-end pendant 3 ans. Tout cela parce qu'un jour sur Vénus est plus long qu'une année. Un phénomène solaire appelé événement terminateur a eu lieu à l'équateur du Soleil. Des collisions désastreuses de champs magnétiques semblent provoquer de gigantesques tsunamis jumeaux de plasma. Ces tsunamis déchirent la surface de l'étoile, se déplaçant à une vitesse de 300 mètres par seconde. Ils peuvent durer des semaines d'affilée et se produisent presque toutes les décennies. Les vents sur Neptune sont les plus rapides de notre système solaire. La plupart d'entre eux peuvent atteindre une vitesse de 2600 km/h. Presque n'importe laquelle de ces énormes tempêtes pourrait facilement avaler notre planète entière. La 18e étoile la plus brillante du ciel nocturne, Fomalhaut O, offre un spectacle terrifiant. Elle est surnommée l'œil de Sauron, car un anneau de poussière et de débris qui l'entoure lui donne l'apparence d'un œil géant qui sonde les profondeurs de ton âme. L'étoile intimidante a plus de 2 fois la masse de notre Soleil et se trouve à 25 années-lumière de la Terre, ce qui n'est pas si loin si l'on considère les distances dans l'espace. Mars a 2 lunes, Phobos et Deimos. Dans les 30 à 50 millions d'années à venir, les forces gravitationnelles de la planète vont détruire Phobos. Cela entraînera probablement la formation d'un anneau autour de Mars. Chaque année, un astéroïde de la taille d'une voiture entre dans l'atmosphère de notre planète. Un tel intrus pourrait rayer une petite ville de la surface de la Terre. La poussière et la fumée s'élèveraient dans l'atmosphère, empêchant la lumière du Soleil d'atteindre la surface de la planète. Cela ferait chuter les températures dans le monde entier et le climat changerait radicalement. Heureusement, de tels astéroïdes brûlent dans l'atmosphère avant même de s'approcher de la surface.
Le signal radio produit par un vaisseau spatial lorsqu'il entre en contact avec la Terre est moins puissant qu'une ampoule électrique dans ton réfrigérateur. Lorsque ce signal atteint notre planète, sa puissance n'est plus que d'un milliardième de watt. Pas étonnant que les antennes qui recueillent ces signaux super faibles soient énormes. Le Deep Space Network, qui détecte les signaux des vaisseaux spatiaux, a des antennes paraboliques qui mesurent jusqu'à 70 mètres de large, soit plus que la largeur d'un terrain de foot. En 1999, la NASA a perdu un orbiteur de Mars parce qu'une équipe d'ingénieurs utilisait le système métrique, tandis qu'une autre faisait des calculs à l'aide du système impérial. Les nébuleuses sont de gigantesques nuages de gaz et de poussière. Avec le temps, la gravité commence à tirer ces amas de poussière et de gaz ensemble. Ils deviennent de plus en plus grands et leur gravité augmente. Un jour, la masse d'une nébuleuse devient si importante qu'elle s'effondre sous sa propre gravité et forme une nouvelle étoile. À environ 4000 années-lumière, dans la constellation du Scorpion, se trouve la nébuleuse du Papillon. Son envergure est supérieure à 3 années-lumière, et la structure à l'intérieur de la nébuleuse est l'une des plus compliquées jamais observées. L'étoile centrale de la nébuleuse, une naine blanche, est chauffée à une température folle de 250 000 degrés Celsius. Cela signifie qu'elle a été formée à partir d'une autre étoile énorme, probablement plus de 5 fois la taille de notre Soleil. La naine blanche est entourée d'un épais disque de poussière et de gaz à l'équateur. C'est probablement ce qui fait que toute la structure ressemble à un sablier ou à un papillon. Si tu décidais de regrouper tous les astéroïdes connus du système solaire, leur masse totale ne dépasserait même pas 10% de la masse de notre Lune. Un nuage de vapeur d'eau flotte dans l'espace. Il entoure un trou noir supermassif à 12 milliards d'années-lumière de la Terre. Le nuage contient 140 000 milliards de fois le volume total d'eau sur notre planète. Les astronomes pensent que ce nuage d'eau est apparu seulement 1,6 milliard d'années plus tard que l'univers lui-même. Les objets les plus denses de l'espace sont les étoiles à neutrons. Elles ont la taille d'une petite ville et pourtant leur masse est environ 1,4 fois celle de notre Soleil. Une seule cuillère à café de matériaux d'étoiles à neutrons pèserait 1 milliard de tonnes. Et la gravité d'une étoile à neutrons est 2 milliards de fois plus forte que la gravité de notre planète. En 1993, la sonde Galileo est passée devant un astéroïde miniature. Il ne faisait pas plus de 32 km de diamètre. Et pourtant, cette petite chose avait une lune de 1,5 km de large. Depuis, les astronomes ont découvert des tonnes de lunes en orbite autour de planètes mineures dans le système solaire. Nous vivons techniquement à l'intérieur du Soleil. L'atmosphère de l'étoile s'étend bien au-delà de sa surface visible. Et notre planète se trouve à sa portée. C'est ainsi que les rafales du vent solaire créent des phénomènes aussi époustouflants que les aurores boréales et australes.